Colette est l'un des plus grands écrivains français. Immensément célèbre, l'auteur des Claudine et du Blé en herbe fut bien plus qu'un monstre sacré de la littérature. Icône de la Belle Époque, danseuse, journaliste, Colette l'amoureuse, Colette la rebelle, Colette la vagabonde, eut 1001 vies, 1000 éclosions. Son œuvre prolifique fut une ode au plaisir, à tous les plaisirs, et donna à des générations de lecteurs l'envie de dévorer la vie. Qui étiez-vous, Madame Colette? Vous qui avez inventé le mentir vrai de l'autofiction? J'aimerais vous en parler, mais n'allez pas croire que je vais tout vous dire. Dans la chambre, que l'on ne parvenait jamais à rendre assez chaude, je naissais péniblement le 28 janvier 1873. Je surgis, bleue et muette, à demi étouffée, manifestant une volonté personnelle de vivre et même de vivre longtemps. Colette et son insatiable appétit de vivre sont nés ici, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, en Bourgogne. C'est une petite fille choyée par sa mère Sidonie, une mère aimante, parfois dévorante. Cabri, Minet chéri, mon joyau tout en or, mon soleil rayonnant, mon chef-d'œuvre. Le regard si particulier de Colette sur le monde, son appétit de vivre, son goût pour tout ce qui est bon ou beau, c'est à Sido qu'elle le doit. Ma mère fut le personnage principal de toute ma vie. Dans le cœur, dans les lettres de ma mère, était lisible l'amour, le respect des créatures vivantes. Je sais donc où situer la source de ma vocation. Son grand mot, « regarde », signifiait « regarde la chenille velue, pareille à un petit ours doré. Regarde ». Et Colette regardait, savourait, et déjà se délectait du monde. Sous l'œil exigeant de cette mère cultivée, bourgeoise, adepte de la libre pensée, Colette apprenait le goût de la liberté. Athée convaincu, Sido allait pourtant à la messe tous les dimanches en cachant le théâtre de Corneille dans son missel. Mieux, elle imposait au curé la présence de notre chien, Domino, à l'intérieur de l'église. Et comme il était dressé pour aboyer à la moindre sonnette, l'animal s'en donnait à cœur joie pendant l'élévation. Au village, l'attitude provocatrice de Sido alimentait les ragots. La Sidonie, là, tu sais pas ce qu'elle a fait. Avait-elle empoisonné son premier mari pour épouser son amant? Non, mais je reviens, mais ça, non. Le village bruissait de rumeurs. Je vous dis à personne. C'est pas possible. La peine veuve est déjà remarquée son fils. Quoi qu'il en soit, son deuxième mariage avec le capitaine Colette fut un mariage d'amour. Le père de notre Colette est un doux idéaliste. Il passera sa vie à écrire, mais en vain. Quand mon père mourut, la douzaine de tomes cartonnés nous remettait son secret,
accessible, longtemps dédaigné, des centaines et des centaines de pages blanches, une œuvre imaginaire, le mirage d'une carrière d'écrivain. Colette fera sien le rêve de son père et par l'écriture, recréera cette enfance idyllique à Saint-Sauveur. Une enfant très aimée, entre des parents pas riches et qui vivait à la campagne parmi des arbres et des livres. Voilà ce que je revois en me penchant ce soir sur mon passé. J'ai toujours réuni dans mon cœur et sous mon toit les chiens et les chats. Je n'ai plus envie de me marier avec personne, mais je rêve que j'épouse un très grand chat. Colette n'a jamais ressenti aucune peur face aux animaux sauvages. On dirait au contraire qu'un lien magnétique la relie à tous les animaux, à la lumière, à tout ce qui veut vivre. C'est sur ce chemin que je prenais conscience d'un état de grâce indicible et de ma connivence avec le premier souffle accouru, le premier oiseau, le soleil encore ovale, déformé par son éclosion. Vous n'imaginez pas quelle reine de la terre j'étais. Solide, la voix rude, deux tresses trop serrées qui sifflaient autour de moi comme des mèches de fouet. Colette a 11 ans lorsque tout bascule. Très mauvais gestionnaire, son père a conduit la famille à la ruine. Et la jeune fille doit renoncer aux joies de son enfance. Ses meubles, le piano, même les livres sont vendus aux enchères. Les villageois, goguenards, découvrent avec une curiosité malsaine cette maison où ils n'ont jamais été invités. Les Colettes doivent quitter Saint-Sauveur. Pour la jeune fille, c'est un traumatisme fondateur qui expliquera sa volonté farouche d'être indépendante financièrement, son insatiable besoin de reconnaissance. Elle est dure à gagner, l'argent. Alors j'écris. Désormais sans dot, Colette est immarriable dans son milieu. Mais une rencontre va définitivement changer son destin. C'est un journaliste parisien, beaucoup plus âgé qu'elle. Il publie des romans libertins qu'il fait écrire par une écurie de petites mains anonymes. On l'appelle Monsieur Willy. Son esprit fantasque et facétieux séduit Colette. Vite, vite, Colette et Willy se marient.
Mon Dieu, que j'étais jeune et que je l'aimais, cet homme-là. En peu d'heures, un homme sans scrupules fait d'une fille ignorante un prodige de libertinage. Ce fut une foudroyante découverte du plaisir. De ces plaisirs qu'on nomme, à la légère, physiques. Colette a 20 ans et elle s'installe à Paris dans le petit appartement sombre qui sert de garçonnière à Willy. Très rapidement, elle déchante. Il fleurissait en mensonge avec une force, une variété, une prodigalité que l'âge n'a pas épuisée. Colette sombre dans le désespoir et tombe gravement malade. Il y a toujours un moment dans la vie des êtres jeunes où mourir leur est tout juste aussi normal et aussi séduisant que vivre. Et j'hésitais. Colette choisit de vivre. Elle recouvra, selon ses propres mots, son élastique volonté, le désir de vivre, la prodigieuse et femelle aptitude au bonheur. Colette a perdu ses illusions, mais elle décide d'utiliser Willy à son avantage. Il reste son amant, mais il devient surtout un partenaire mondain. Willy la trompe? Très bien. Elle l'affronte sur son propre terrain, allant jusqu'à devenir l'amante de ses maîtresses. Il est la coqueluche de tout Paris? Parfait. Elle se lance à la conquête des cercles les plus huppés de la Belle Époque. Nous devînmes le couple le plus intéressant de tout Paris. Celui qu'on invite à dîner, qu'on montre aux étrangers de marque. Je croisais la belle Othello. C'était une éblouissante danseuse de revue, la reine de l'élégance des salons parisiens. On la voyait parader au bras de riches banquiers, de sultans et de rois, auxquels elle extorquait 10 000 francs pour le souper. Elle m'apprit qu'une courtisane ne doit jamais pleurer, ne doit jamais souffrir. La petite provinciale sera fascinée par ce demi-monde de la Belle Époque, où fleurissent courtisanes, cocottes, prostituées, femmes légères et fortes à la fois, qui seront les héroïnes de plusieurs de ses romans. Dans le tout Paris mondain, littéraire et musical, la jeune Colette fait la connaissance de Paul Valéry, Alfred Jarry, Claude Debussy, Jules Renard. Elle rencontre Marcel Proust, qui deviendra plus tard son alter ego littéraire. Il paraissait singulièrement jeune, de grandes orbites bistrées et mélancoliques. La bouche, quand elle se taisait,
resserrée et close comme pour un baiser. Willy et Colette mènent grand train, trop grand train. Pour renflouer les comptes du ménage, Willy demande à Colette d'écrire ses mémoires de jeune fille. Elle écrit le journal intime de Claudine, une jeune écolière rebelle et excentrique. De sa plume acide, Colette revisite son enfance à l'école laïque et règle au passage ses comptes avec les habitants de Saint-Sauveur. L'art du regard, que lui a enseigné Sido, se transforme en cet art du détail et de la sensation qui fera l'originalité de la romancière. Tout semble plus vrai que nature. Les avares, les vicieux, les cocus, et même les amours entre filles, qu'elle a probablement vécues. Nature de chatte caressante, délicate et frileuse, incroyablement câline. J'aime à regarder sa frimousse rose de blondinette. Écrire permet à Colette de tester une autre vie, plus libre. Elle crée des héroïnes qui lui ressemblent, puis elle les utilise à des fins expérimentales, leur fait explorer le plaisir, le divorce et les liaisons multiples. Colette dira plus tard que Claudine ne fut pas son sosie, mais son modèle. En 1949, elle raconta la naissance de Claudine. C'est l'un des très rares enregistrements de sa voix. Monsieur Willy a pris connaissance des manuscrits et il a dit tout de suite, ben non, je ne vois pas bien, non, vraiment pas. À quoi ça pourrait servir? Et on a laissé les cahiers là. Ah non, après, monsieur Willy a rangé son bureau et les tiroirs. Et puis il a retrouvé les cahiers. Alors il a eu en effet une réaction que je n'ai pas oubliée. Il a dit « Nom de Dieu, je ne suis qu'un con ». Et puis il a mis son chapeau à bord plat et il est parti chez Orlandorff. Et c'est comme ça que je suis devenu écrivain. Je suis devenu écrivain sans m'en apercevoir et sans que personne ne s'en doutât. Nous étions en 1900. Paris n'avait Dieu que pour l'exposition universelle, et ce livre aurait dû passer inaperçu. Mais Claudine à l'école eut un succès retentissant. En un mois, la France s'arracha 40 000 exemplaires de ses confessions polissonnes. Et le triomphe dura longtemps. En 1902, Claudine fut incarnée au théâtre par Polaire, l'étoile de la Belle Époque. Le succès fut d'autant plus fort que Claudine était choquante et immorale pour cette époque qui niait l'existence du plaisir féminin. Pour mieux ressembler à Claudine, Colette coupa sa longue natte et, mine de rien, brisa un tabou. Quel sentiment de liberté!
une femme qui se coupe les cheveux s'apprête à changer de vie. Mais pour Colette, il n'en était pas encore question. Willy, qui avait trouvé la poule aux œufs d'or, lui donna une leçon magistrale. Ce roi du marketing lui apprit aussi comment orchestrer le succès. D'abord, il demanda à Colette d'écrire une suite aux aventures de Claudine. Et péniblement, elle extirpa de sa jeune existence de quoi nourrir Claudine à Paris, Claudine en ménage, Claudine s'en va, qui racontait ses débuts parisiens et détaillait ses liaisons amoureuses avec les hommes comme avec les femmes. Si les 4 volumes écrits par Colette furent signés du seul nom de Willy, c'était parce que le nom de Willy était déjà une marque. Ensuite, Willy inonda Paris des réclames les plus diverses, les plus inventives qu'on ait jamais vues. Il créa l'école Claudine, des parfums, des chapeaux, des cigarettes Claudine. Enfin, il avait compris que rien n'est plus efficace que le scandale pour s'offrir une publicité gratuite. Alors il le créa de toutes pièces, en imprimant de faux tracts. Willy suggéra même un provoquant ménage à 3, en se faisant photographier avec Colette et Polaire, fausses jumelles aux poses équivoques. Colette et Polaire devinrent ses marionnettes. Elles étaient prêtes à toutes les excentricités, celles dont la belle époque était si friande. Lors d'un dîner donné pour des gens de théâtre, je fis une entrée tardive et remarquée. Riant aux éclats, je surgis, toute nue, blottie contre Polaire. Nos pieds roses faisaient voler les œufs battus en neige. Et c'est ainsi, sous le regard de Willy, que Colette devint écrivain malgré elle, et que la petite provinciale, transformée par son mari en animal littéraire, apprit à utiliser son corps autant que son esprit. Elle avait envie de tout goûter, de tout dévorer, et elle découvrait peu à peu que l'écriture apporte plus de saveur à la vie. Mais bientôt, être l'épouse de Willy ne suffisait plus à Colette. Elle voulait exister par elle-même. Or, en 1900, il est impensable pour une femme de divorcer. Colette, elle, commence à l'imaginer, en faisant divorcer son héroïne dans Claudine s'en va. Mais avant cela, il lui faut gagner sa vie. Que voulez-vous que je fasse? De la couture? De la dactylographie? Ou le trottoir? Le music hall, c'est le métier de ceux qui n'en ont appris aucun. Cela tombe bien, Colette rêve de monter sur scène. C'est maintenant ou jamais. Nous sommes en 1905. À Paris, c'est la grande époque des cercles lesbiens, où des femmes riches et influentes s'amusent entre elles. Certaines ont les hommes en horreur. D'autres, les amphibies, goûtent hommes et femmes à la fois. Colette fréquente bientôt le salon de l'une de ces prêtresses du Paris lesbien. Une riche américaine, Nathalie Barnet.
On raconte que c'est là, dans ce jardin, que Colette fait ses débuts d'actrice. Son accent bourguignon est tel qu'il passe pour un accent russe. Elle est interrompue par l'apparition de Mata Hari, nue sur son cheval blanc. Et ce soir-là, dit-on, Mata Hari devint l'une des amantes de Colette. Mais la rencontre décisive, celle qui bouleversera la vie de Colette, c'est elle. Oui, à droite de l'image, c'est une femme. Colette, qui va tomber folle amoureuse d'elle, en fera sa compagne et son mécène. Cette femme hors du commun s'appelle Mathilde de Morny, mais elle se fait appeler Missy, ou encore Oncle Max. Mais Missy n'est pas seulement l'amante de Colette. Elle est la fille du duc de Morny, l'ex-marquise de Bellebeuf, la nièce de Napoléon. Napoléon III, bien sûr. Pour Colette, qui vient de quitter Willy et n'a pas assez d'argent pour financer ses débuts sur scène, la riche Missy sera providentielle. Grâce à son aide, Colette joue un petit faune dans le désir, la chimère et l'amour. Les spectateurs du premier rang témoignent que sur scène, on voit tout. Je veux faire ce que je veux. Je veux danser nue si le maillot me gêne et humilie ma plastique. Je veux chérir qui m'aime et lui donner tout ce qui est à moi dans le monde. Mon corps rebelle au partage, mon corps si doux et ma liberté. Colette a tout retenu de Willy. Et elle sait désormais que le scandale aide à remplir les salles. Elle sera la première à se montrer peau nue sur scène, alors que toutes les actrices de l'époque portent encore un collant couleur chair. Mais à chaque fois, il faut aller un peu plus loin. Et cette fois-ci, avec Missy, elle dépasse les bornes. Ce soir du 3 janvier 1907, toute la noblesse d'Empire est là. Jamais une aristocrate du rang de Missy n'avait osé se produire sur une vulgaire scène de music-hall. Missy joue le rôle d'un vieux savant qui tombe amoureux d'une momie interprétée par Colette. Ressuscité par l'amour, je me défie suavement de mes bandelettes et quasi nu, j'embrassais Missy à pleine bouche.
Scandale, huée. La représentation est interrompue. Le préfet de police Lépine interdit le spectacle. Dans tous les journaux. Oh, quel scandale. À une histoire comme celle-là, c'est un coup mortel. Ce scandale attise la curiosité. Et Colette, avec la chair, sa nouvelle pantomime très déshabillée, enflamme l'une après l'autre Bruxelles, Grenoble, Lyon, Nice, Ostende, Biarritz. Elle saute d'un train à l'autre, enchaîne les hôtels miteux, les petites scènes, les cachets à négocier. Je suis une vagabonde. J'ai devant moi, de l'autre côté du miroir, dans la mystérieuse chambre des reflets, l'image d'une femme de lettres qui a mal tourné. Colette ressent maintenant le besoin d'utiliser l'écriture pour explorer sa vie, si tumultueuse. Pendant ses tournées, elle ne cesse d'écrire. Ceux qui l'applaudissent sur scène commencent à dévorer ses romans. Désormais, ses livres se feront le reflet de ses métamorphoses. Dans La Vagabonde, elle raconte sa propre histoire, celle d'une femme douloureusement divorcée qui exerce le métier de mime pour s'en sortir et tente d'exister en dehors de l'amour des hommes. La Vagabonde est sélectionnée au Goncourt et Colette est désormais reconnue comme écrivain. Elle publie dans la foulée une chronique magnifique de ses tournées en province. L'envers du music-hall. La lumière du théâtre, les paillettes, les costumes, les figures maquillées, les sourires. Ce n'est pas un spectacle pour moi, ça. Je ne vois que le métier, la sueur, la peau qui est jaune au grand jour, le découragement. C'est comme si j'étais seule à connaître l'envers de ce que les autres regardent à l'endroit. La vie de Colette n'est plus seulement sa vie. Elle devient le récit d'elle-même. C'est une femme divorcée, indépendante financièrement, libre de sa sexualité. Par ses œuvres, autant que par sa vie, elle montre aux femmes que leur corps n'est pas tabou et que la liberté est possible. Moi, c'est mon corps qui pense. Il est plus intelligent que mon cerveau. Il ressent plus finement, plus complètement que mon cerveau. Toute ma peau a une âme. On a beaucoup reproché à Colette son narcissisme démesuré, son indifférence à l'histoire et au féminisme. Pour elle, il n'y a que l'intime, le sensible, la jouissance et la liberté. Nouvel amour, nouvelle éclosion, nouvelle carrière. Colette, qui n'a pas encore quitté Missy, rencontre le baron Henri de Jouvenel des Ursins. Henri a 35 ans, elle en a 38.
C'est un brun aux yeux de velours, de carrure superbe, un redoutable bretteur. Au lendemain de son duel, Jouvenel est tombé à Lausanne, tout blessé et le bras immobile, déclarant qu'il ne pouvait ni ne voulait plus vivre sans moi. J'ai un cœur nouveau. Henri est rédacteur en chef au Matin, l'un des 4 grands quotidiens nationaux qui tirent à 1 million d'exemplaires. Colette se lance à corps perdu dans le journalisme. Elle couvre les procès, la mode, les spectacles. Sa carrière s'envole. D'ailleurs, c'est toute l'époque qui rêve de voler. Depuis que Louis Blériot a traversé la Manche en 1909, c'est une obsession. Voler. Une nouvelle danse fait fureur dans les salons parisiens. L'aéronette. En quelques mois, Colette enchaîne son premier vol en dirigeable et son premier vol en ballon. Joie sans ombre, sans âge, joie stupide de se pencher très fort sur la balustrade pour constater avec éclat qu'il n'y a rien qui nous tient en dessous. Colette ignore délibérément les exploits techniques de ces machines qui fascinent tant les autres. Elle suit l'enseignement de Sido. Elle regarde et voit ce que les autres ne voient pas. Oh, regardez, ils ont peigné si finement ce champ. Et pourquoi ont-ils dessiné là une route si capricieuse? Il y a 2 races, ceux d'en bas et nous, les passants du ciel. En septembre 1912, Sido s'envole, elle aussi. Colette ne va pas à l'enterrement de sa mère. La vie avant tout. La mort ne m'intéresse pas, la mienne non plus. Quand Colette allait la voir, Sido lui disait « Tu n'es même pas bonne à faire un enfant ». D'ailleurs, à presque 40 ans, Colette est enceinte. Vite, vite, Colette et Henri se marient. Le titre de baronne me va comme une plume dans le derrière. Colette se sent enfin respectable. Mais elle ne s'assagit pas pour autant. On mange beaucoup et bien. J'engraisse à vue d'ail. Si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine. Elle continue à danser la pantomime, déguisée en chatte pour dissimuler son gros ventre. Bientôt, sa fille Colette de Jouvenel naît, aussitôt surnommée Belgazou, beau gazouillis en provençal. Belgazou aura très vite une nurse et Colette regardera sa fille grandir, mais de loin, seulement de temps en temps, pendant les vacances. En août 1914, la guerre surprend Colette et Henri en plein bonheur.
Henri, mobilisé, part aussitôt sur le front. Belgazou est envoyé en Corrèze, au bon soin de sa nourrice. Colette se retrouve seule dans Paris, désertée par les hommes. Elle vit en phalanstère avec ses amies Marguerite Moreno, Musidora et Annie de Pen, qui ont peur des zeppelins qui survolent Paris. Ensemble, avec 3 bouts de ficelle, elles célèbrent la vie pour oublier la guerre. Sous un faux nom, avec des papiers d'emprunt, Colette prend le risque de partir à Verdun. La seule chose qui compte pour elle, c'est de retrouver Henri, de toucher sa peau douce. Elle multiplie ses collaborations aux journaux et publie des articles poignants sur celles qui travaillent, les mères qui ont perdu leur fils, celles qui accouchent d'enfants nés de viols ou de liaisons interdites. Il faut, avec les mots de tout le monde, écrire comme personne. Avec La pêche et les bêtes, Les heures longues, La chambre éclairée, qui réuniront ensuite ses chroniques, Colette sera l'une des rares à témoigner de ce que vivent et endurent les femmes à l'arrière du front. La guerre a changé le siècle. Elle a changé leur couple aussi. Colette s'éloigne d'Henri. Il est de plus en plus ambitieux, de plus en plus volage. Tandis qu'il se prépare à devenir ministre, elle conquiert sa place au panthéon des écrivains français. Au début des années 20, Chéri, puis Le blé en herbe seront des triomphes. À 50 ans, celle qui signait Colette Willy peut enfin signer tout simplement Colette. Alors que ses consoeurs Virginia Woolf et Emily Dickinson excellent dans la mélancolie, c'est par son cantique de la jouissance féminine que Colette, la française, domine la littérature de la première moitié du XXe siècle. Mais cela ne va pas sans heurts. Critiques assassines, remarques misogynes, rien n'est épargné à Colette, qui explore les amours subversives d'une femme mûre pour un jeune homme. Pouvait-elle imaginer, en l'écrivant, que Chéri serait prémonitoire? Plus que tous les autres, ce récit va faire advenir la réalité. Toute ma vie, j'ai cru à la force du souhait. On découvrira sans doute que le désir est une matière tangible. Tout ce qu'on écrit finit par devenir vrai. Le nouveau chéri de Colette est le fils d'Henri. Il s'appelle Bertrand, il a 16 ans, Colette en a 47. Elle lui apprend à nager et tout le reste. Cet amour secret va durer 5 années, peut-être les plus heureuses de la vie de Colette. On lui reproche cette relation quasi incestueuse avec son beau-fils. La romancière répond avec aplomb qu'elle ne se préoccupe pas plus de la différence d'âge que de l'opinion des imbéciles.
son idylle avec Bertrand se termine mot pour mot comme dans Chéri, le roman qu'elle a écrit 5 ans auparavant. Pour retenir Bertrand, je jetai par la fenêtre un papier sur lequel j'avais écrit « Je t'aime ». Un mot que je n'avais pas souvent dit. Colette est une amoureuse invétérée. Après Bertrand, elle rencontre Maurice Goudquette, de 16 ans son cadet, qui deviendra son mari 10 ans plus tard et sera son dernier grand amour. À 52 ans, Colette respire la volupté et sa sensualité vigoureuse continue de choquer à un certain milieu littéraire parisien. Celle dont la vie fut provocante et libre aspire désormais à une reconnaissance très bourgeoise. Mais elle refuse obstinément qu'on lui dicte sa conduite. Poussée par le besoin d'argent, elle fait encore un pas de côté. La crise de 1929 frappe Colette comme tous les autres. Les romans ne se vendent plus beaucoup et l'activité de Maurice Goudquette, qui est courtier en pierres précieuses, périclite. Colette saisit au bon une idée saugrenue. Elle ouvre un institut de beauté. Elle s'est beaucoup maquillée, sur scène et à la ville, et à l'époque, le maquillage était une activité encore artisanale. Elle comprend qu'il faut inventer des produits prêts à l'emploi. Elle fait ce qu'elle a toujours fait, faire de son nom une marque. Avec la patte du chat. La patte de chat. Avec la patte du chat. J'ai créé la patte du chat pour qu'il n'y ait plus de femme maladroite. On lui reprochera beaucoup de se salir en s'abaissant à faire du commerce. De toute façon, la folle entreprise fait faillite. Et Colette retourne à l'écritoire. Elle enfile son dernier masque, celui de la bonne dame du Palais Royal, entourée de chats et de fleurs. Elle enchaîne les honneurs, le Goncourt qu'elle préside, les médailles et les décorations. Elle sculpte sa légende. Désormais, pour Colette, écrire, c'est revenir. Revenir vers l'enfance et la maison de Sido. Tendre vers l'achevé, c'est revenir à son point de départ. Écrit-elle dans La naissance du jour, parue quelques années plus tôt. Dans ce roman qui la ramène à l'enfance,
Colette brouille de plus en plus les pistes entre la vie et la fiction. Pour la première fois, elle ne se cache plus derrière le nom de son héroïne. Elle met en scène un personnage fictif qui s'appelle Colette et qui a écrit les Claudines. Et Colette, qui disait détester la littérature, inventa bien malgré elle un procédé littéraire inédit que l'on nomma bien plus tard l'autofiction. Imaginez-vous à me lire que je fais mon portrait? Patience, c'est seulement mon modèle. Après une dernière coupe de champagne, Colette l'amoureuse, l'irrévérente, la scandaleuse, s'est éteinte en 1954. Elle sera la première femme à qui la France offrira des funérailles nationales. Mais l'Église lui refusera la moindre cérémonie, pour cause de conduite inconvenante. Ce fut l'ultime pied de nez de cette femme qui restera, pour toujours, une insoumise.